Eh bien, Aurélie va rester au micro pour le topo suivant. Merci Guillaume. Aurélie va donc aborder les recommandations du CASFM. Donc, je vais vous parler des nouveautés du CASFM. Tout d'abord, un petit rappel rapide. Donc, l'antibiogramme, ça se permet de déterminer, comme vous le savez, la sensibilité des bactéries aux antibiotiques in vitro. Pour ça, on peut mesurer ou estimer la CMI, c'est-à-dire la concentration minimale inhibitrice, qui est donc la plus petite concentration d'antibiotiques qui inhibe la croissance de la bactérie, soit par des techniques de macrodilution, c'est l'image que vous avez à gauche, mais qui n'est plus utilisée, parce que ça faisait beaucoup de tubes pour un vrai antibiogramme où il y a 10 antibiotiques, il fallait une centaine de tubes, donc ce n'était pas possible. Après, il y a eu des techniques de microdilution qui ont été développées avec des petites cupules. Et aussi, on peut le faire par bandelette à gradient. Plus la CMI est faible, forcément, plus l'antibiotique est sensible, enfin, plus la bactérie est sensible à l'antibiotique testé. L'autre façon, c'est de faire la technique de diffusion en milieu gélosé et de mesurer des diamètres. Et il y a des courbes de concordance qui permettent, à partir du diamètre, d'avoir une estimation de la CMI. Puis ces CMI sont comparés, ou diamètres sont comparés à des concentrations critiques ou à des diamètres critiques. Et donc, tous les ans, le CASFM nous donne par couple de bactéries les antibiotiques et les diamètres qui déterminent la catégorisation clinique pour le rendu. Je voulais vous faire un petit rappel sur les concentrations critiques pour que ça puisse un peu mieux expliquer le passage au sensible à forte posologie. Donc, il y a 3 approches dans la détermination des concentrations critiques, pharmacodynamique, microbiologique et clinique. Et les trois approches entrent en compte pour établir ces concentrations. Donc, l'approche pharmacodynamique, ça consiste à déterminer tout d'abord le type de bactéricidie de l'antibiotique. Est-ce que c'est un antibiotique concentration dépendant ou temps dépendant? Donc, comme vous pouvez le voir pour, par exemple, la nétilmycine, qui est un aminoside, on voit que quand on augmente la concentration de l'aminoside, on augmente la profondeur et la vitesse d'obtention de la bactéricidie, ce qui définit les antibiotiques concentration dépendant. Par contre, pour la ceftazidime, qui est donc une bêta-lactamine, on voit que le fait d'augmenter les concentrations n'a peu d'impact sur la décroissance bactérienne, ce qui définit les antibiotiques temps dépendants. Donc, la première étape pour les critères pharmacodynamiques, c'est donc de déterminer le paramètre clé, paramètre pharmacodynamique clé, qui permet d'assurer l'efficacité clinique. C'est soit le temps supérieur à la CMI, soit l'air sous la courbe, soit le pic sur la CMI. Après, une fois qu'on a défini ce paramètre clé, il faut déterminer ses valeurs cibles, ce qu'on appelle aussi les prérequis. Et ces valeurs sont différentes en fonction des antibiotiques et des espèces bactériennes. Là, je vous ai mis l'exemple du ceftobiprole. Donc, sur le graphique A, c'est le nombre de bactéries en ordonnée. Et vous voyez les différents paramètres en abscisse. Et pour le ceftobiprole, on voit que la meilleure corrélation elle est obtenue pour le rapport temps au-delà de la CMI. D'autre part, sur le graphique B, vous pouvez voir qu'effectivement, les valeurs cibles changent en fonction de la bactérie. Par exemple, pour le staph doré, on admet qu'un temps de CMI, un temps supérieur à la CMI à 40% permet d'avoir une réduction de plus de 2 log, c'est l'objectif recherché. Pour les pneumocoques, c'est 40%. Et pour les entérobactéries, un temps de CMI supérieur à 70% permet une réduction de 2 log de la quantité de bactéries. Une fois qu'on a déterminé donc, le paramètre clé, qu'on a établi ces valeurs, on doit tenir compte des critères pharmacocinétiques chez l'homme, donc les modalités d'administration, le volume, les fixations protéiques, ainsi de suite. Et enfin, il y a une corrélation de la pharmacocinétique à la cible d'efficacité qui se fait avec les simulations de Monte-Carlo. Ça permet, de façon simple, en gros, de calculer sur un grand effectif la probabilité d'atteindre la cible PKPD, donc le PTA, en fonction du terrain, ce qui est une insuffisance rénale, une insuffisance hépatique, en fonction de l'âge, en fonction du schéma et en fonction de la pathologie. Le PTA, c'est la probabilité pour une CMI donnée et pour une posologie donnée d'atteindre les valeurs prérequises d'efficacité pour le paramètre clé de l'antibiotique en question. Et il est admis qu'un PTA acceptable est un PTA supérieur à 90%. Donc là, c'était tout ce qui était l'approche pharmacodynamique. Il y a aussi, donc, on a vu l'approche microbiologique. Donc là, vous avez un graphe avec la distribution de fréquence des CMI. Là, c'était pour une souche d'Escherichia coli.
Et vous voyez que c'est la notion d'ICOF qui intervient dans l'approche microbiologique. Et donc l'ICOF, c'est la plus forte CMI dans une population bactérienne sauvage, c'est-à-dire une population bactérienne qui est dénuée de mécanismes de résistance. Donc là, l'ICOF, il était à 2. Et on verra après, mais les concentrations critiques, cliniques, ne doivent jamais couper la population sauvage, autrement dit, ne doivent jamais être inférieures à l'ICOF. La dernière approche, c'est l'approche clinique. Et donc ça, c'est les valeurs de CMI au-delà desquelles, dans la littérature, on nous rapporte que des échecs sont possibles. Donc là, je vous ai mis une étude, mais il y en a plein. J'ai pris une étude de 42 patients qui avaient une bactériémie avec une Klebsiella ou des colis BLSE et qui avaient été traités par céphalosporine. Et donc, on voit que quand la CMI est inférieure à 1, on a un succès dans 81%. Et plus la CMI augmentait, moins on avait de succès. Ça a été à l'origine de nouveaux breakpoints avec une nouvelle concentration critique en 2008 à 1 pour les C3G. Donc, les concentrations critiques, comme on vient de le voir, sont établies à partir de critères microbiologiques, PKPD et cliniques. Et donc, ça aboutit... ces données sont répertoriées dans le SASFM chaque année, où on a pour chaque bactérie et chaque antibiotique les CMI cibles ou les diamètres critiques. Donc tout ça, c'était pour vous parler des nouvelles catégorisations du SASFM. Donc avant 2019, on avait 3 catégorisations cliniques. S pour, comme vous savez, le sensible, forte probabilité de succès thérapeutique. Le R résistant pour forte probabilité d'échec thérapeutique. Et la catégorie I intermédiaire, qui était la plus problématique, et un peu une catégorie fourre-tout, qui en fait regroupait 4 notions. Ça regroupait la notion d'utilisation possible à forte posologie, d'utilisation possible à posologie standard si l'antibiotique diffusait bien au site de l'infection. Il y avait dans cette catégorie la notion d'incertitude sur l'efficacité thérapeutique intrinsèque de la molécule et la notion d'incertitude technique qui était en fait destinée à prévenir les risques d'erreur de catégorisation. Et du coup, en fait, souvent, cette catégorie I posait problème aux cliniciens. Et de cette catégorie I, les cliniciens retenaient non spécialistes, je veux dire, retenaient principalement la notion d'incertitude. Et donc, cette catégorie n'était pas utilisée. La notion de forte exposition ou de forte posologie était ignorée. Et ce qui fait qu'on se retrouvait parfois avec des bactéries, quand on avait des bactéries multirésistantes, on avait un antibiogramme avec beaucoup d'antibiotiques très peu d'antibiotiques, beaucoup d'antibiotiques rendus R, quelques antibiotiques rendus I, et encore moins d'antibiotiques qui étaient rendus S. Et du coup, souvent les antibiotiques rendus S étaient des antibiotiques à large spectre. Et comme on n'utilisait pas ces antibiotiques rendus I, ça entraînait une surconsommation d'antibiotiques à large spectre. Parce que du coup, le clinicien, lui, il ne savait pas à quelle notion faisait référence le I de cette catégorie. Est-ce que c'est l'incertitude? Est-ce que c'était qu'il fallait une forte posologie? Ainsi de suite. Donc du coup, le CAST, après de nombreuses années de réflexion et de travaux, a décidé en 2019 à modifier les définitions. Et on est passé à sensible à posologie standard, donc une forte probabilité de succès thérapeutique à posologie standard. La catégorie résistante, forte probabilité d'échec thérapeutique, même à forte exposition. Et la catégorie sensible forte posologie, qui, elle, c'est une forte probabilité de succès thérapeutique grâce à une forte exposition de la molécule, soit par une forte posologie, soit parce que l'antibiotique diffuse bien au niveau du site de l'infectieux. Donc en fait, on est passé d'une ancienne catégorie où il y avait plutôt 2 catégories résistantes, le R et le I, à une nouvelle classification avec 2 catégories sensibles qui changent juste par la dose de l'antibiotique et une catégorie résistante. Donc finalement, ce qui a été fait, c'est que dans la catégorie F sensible à forte posologie, on a regardé juste les notions de forte posologie ou de forte exposition. Et le CAST a trouvé un autre système pour gérer de manière indépendante les incertitudes, avec notamment la notion de ZIT qu'on reverra un petit peu plus tard. Une chose importante à retenir, c'est que en fait, vous voyez, donc là c'est une courbe avec en ordonnée donc la PTA, donc la probabilité d'atteindre la cible. Donc on a vu tout à l'heure qu'elle devait être à 90% pour que ça soit efficace, acceptable. Donc là, si on prend une souche qui a une CMI à 2, donc une souche qui se retrouve sensible à forte posologie,
Certes, si on utilise la posologie standard, bah oui, ça ne va pas marcher. Mais si on prend la forte posologie, on passe à une PTA qui est au-delà des 90%. Donc ce qui est très important, c'est que quand on utilise la bonne posologie, les deux catégorisations cliniques sensibles et sensibles à forte posologie ont une efficacité comparable. La catégorie sensible à dose standard n'est pas plus efficace qu'une catégorie sensible à forte posologie. Comme vous le savez, il y a quelques couples où il y a quelques couples antibiotiques-bactéries à forte posologie obligatoire, avec principalement la bactérie principalement concernée par ce souci est le Pseudomonas et les bêta-lactamines. Donc, en fait, si on regarde le pieu sauvage, en 2020, quand on est passé à la mise à jour du CSFM, nos pieux sauvages se sont tous retrouvés sensibles à forte posologie aux bêta-lactamines. Mais il faut savoir qu'en fait, c'était une notion ancienne, parce que déjà en 2014, on rendait vos Pseudomonas sensibles, mais en fait, il y avait une petite note dans le CSFM qui disait sensible, mais que la concentration critique était déterminée avec des fortes posologies, des fortes doses. Alors les laboratoires aussi, on n'a pas dû assez insister sur cette notion de forte posologie, mais les spécialistes et les réanimateurs utilisaient déjà les fortes doses pour traiter les infections à pio. Ils mettaient déjà de la tazo à 4 grammes x 4 avant, quoi. Donc on s'est retrouvé avec des antibiogrammes de pio sauvages qui étaient rendus donc sensibles à forte posologie à toutes les bêta-lactamines, sauf le méropenem, qui est sensible à dose standard, et les ceftalozane-tazobactam, ceftazidime à vie. Et en fait, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les bêta-lactamines là sont équivalentes en termes d'efficacité. Par contre, forcément, utiliser ceftalozane-tazobactam, ça n'a pas le même impact en termes de bon usage d'antibiotiques et de sélection de mutants résistants que d'utiliser de la ceftazidime. Ce n'est pas parce que là, la ceftazidime est rendue S à forte posologie qu'elle est moins efficace que le méropenem. Donc ça a posé deux soucis, cette mise à jour des recommandations CSFM 2019. Il y a eu une surconsommation du coup de méropenem qui était rendu le S, alors que les autres bêta-lactamines étaient rendues sensibles à forte posologie. Cette prescription inappropriée a été montrée dans de nombreuses études. Donc là, c'est une qui a été faite à Lausanne. C'était des prélèvements cliniques positifs à pio entre août 2019 et juillet 2020. C'était des pios sauvages, donc sensibles aux bêta-lactamines. Et on voit qu'en 2019, il y avait 5% des patients qui avaient reçu du méropenem. Et en 2020, on a 35% des patients qui avaient reçu du méropenem. Donc une surconsommation de méropenem. Donc en fait, l'effet exactement inverse de ce que voulaient ces nouvelles recommandations, dont le but en fait était d'inciter à utiliser les anciennes molécules classées I. Donc il y a aussi une étude qui montre la même chose qui a été faite dans des hôpitaux parisiens. Nous, on avait fait aussi un petit travail sur la consommation de méropenem et on avait vu qu'on avait une surconsommation de méropenem une fois qu'on avait mis en place le nouveau CSFM. Probablement qu'avant de mettre en route cette nouvelle recommandation, on n'avait pas assez communiqué, on avait juste envoyé un mail et fait une information écrite. Et on voit qu'une fois qu'on est passé dans les services, qu'on a parlé avec les cliniciens, on a eu un retour à la normale de notre consommation de méropenem. Le problème, c'est qu'à chaque changement d'interne, ça réaugmente. Donc, et un autre risque, c'était une surconsommation, une utilisation abusive des inhibiteurs de bêta-lactamase, puisqu'ils étaient rendus sensibles à dose standard, alors que la ceftazidime, là, si vous regardez par exemple ceftazidime et cefta-avi, on avait un qui était à dose standard et l'autre à forte posologie. Alors ça peut poser question, pourquoi on a cette différence, lorsque c'est la même C3G, la même voie d'administration, que l'inhibiteur n'a pas d'activité sur un pio sauvage. Et en fait, c'est que ce n'étaient pas les mêmes posologies. Dans les concentrations critiques pour la ceftazidime ont été déterminées avec une posologie standard de 1 g x 3 ou une forte posologie de 2 g x 3, tandis que dans le ceftazidime avibactam, la ceftazidime était déjà à forte dose dans l'établissement des concentrations critiques. Et du coup, ça a aussi perturbé pour l'utilisation et favorisé l'utilisation à tort de la ceftazidime. Donc, devant ce risque d'utilisation abusive des inhibiteurs de bêta-lactamase et du méropenem, donc ce qui allait à l'encontre en plus des dernières recommandations qui étaient sorties en 2019 de ne pas utiliser de carbapenem et de ne pas utiliser ceftalozane-tazobactam ou cefta-avibactam, le CSFM a proposé en 2022 de masquer le méropenem, par exemple, quand les autres bêta-lactamines étaient S, et aussi de masquer les céphalosporine avec inhibiteur de bêta-lactamase lorsque les bêta-lactamines de base, ceftazidime, cefepime, étaient S.
Alors, que deviennent les anciennes définitions du I, parce qu'on a vu qu'il y avait 4 définitions. Donc, le CAST a géré de façon à créer un nouveau système pour gérer ces incertitudes. Et pour les incertitudes, il y a une efficacité intrinsèque de la molécule. Il y a eu des modifications des concentrations critiques. Et pour les incertitudes techniques, il y a eu ce qu'on appelle l'ASIT. Donc, pour les incertitudes sur l'efficacité clinique, là, c'est juste pour vous montrer que du coup, vous voyez, en 2019, par exemple, pour le pneumocoque et la lévofloxacine, les diamètres critiques étaient à 17. Et du coup, en 2020, on est passé à un diamètre, pour être sensible, il fallait un diamètre à 50, ce qui n'arrive jamais. En fait, ils ont fixé arbitrairement des diamètres critiques ou des concentrations critiques, des diamètres critiques très élevés ou des concentrations critiques très basses qui ne sont inatteignables pour être sûr que soit utilisée la forte posologie. Il y avait le cas particulier de l'entérocoque, puisque du coup, avec le CSFM 2019, une souche qui a été catégorisée I en raison de l'incertitude sur l'efficacité intrinsèque de la molécule, parce qu'on sait que le Bactrim agit sur la voie de synthèse des folates. Donc dans le tube, c'est bon, la bactérie ne trouve pas de folates, mais par contre, dans l'organisme, elle peut trouver des folates et du coup échapper que l'antibiotique ne soit pas actif. En 2020, quand le I est devenu sensible forte posologie, c'était pas logique de rendre le Bactrim sensible forte posologie, puisque ça ne changerait rien vu que la bactérie pourrait toujours trouver ses folates. Donc en 2021, ils ont décidé qu'il n'y avait plus de concentration critique pour le Bactrim. On le rend sur le COF. Et en fait, on est censé rendre absence de mécanisme de résistance ou présence de mécanisme de résistance et ajouter un petit commentaire. Donc maintenant, un petit mot sur la zone d'incertitude technique. Donc, il y a des incertitudes techniques. Comme toute mesure, l'antibiogramme est soumis à des variabilités aléatoires. Il y a des variabilités liées à la pratique. Ça ne se voit plus trop parce que maintenant, nos inoculums sont standardisés. Les fabricants de gélose y répondent à des normes. Il y a des problèmes, il y a de lecture inévitables quand il y a des microcolonies, des traînées dans la cupule. Et on sait que pour tout laboratoire, même un laboratoire très entraîné, il y a des soucis de reproductibilité, de plus ou moins une dilution pour les CMI et de plus ou moins 2 mm pour les diamètres. Ce qui fait que, par exemple, quand un laboratoire vous rend une CMI à 1, vous devez vous dire que potentiellement, elle est entre 0,5 et 2. Et il y a, pour certains couples antibiotiques-bactéries, ce qu'on appelle la ZIT, zone d'incertitude technique. Et ça, c'est indépendant du laboratoire, indépendamment, si on peut dire, du travail du laboratoire. Donc, qu'est-ce que c'est que la ZIT? Donc, la ZIT, ce n'est pas une incertitude de mesure. En fait, c'est une valeur de CMI, la ZIT, ou de diamètre, de quelques millimètres, qui en fait, on sait que dans cette zone-là, la lecture est peu reproductible et qu'il y a un risque d'erreur de catégorisation de l'antibiotique. C'est-à-dire qu'on peut rendre un antibiotique résistant alors qu'il est sensible ou un antibiotique sensible alors qu'il est résistant. Donc le but de la ZIT, c'était de faire un warning pour le biologiste qui se dit « Attention, tu es dans une zone douteuse, tu peux te tromper ». Donc, il y a des ZIT, mais des fois, elle n'est pas nécessaire. Donc là, vous voyez, par exemple, pour céfoxytine et le staph doré, il n'y a pas besoin de ZIT parce qu'on voit clairement la population sauvage et la population résistante. Donc là, on ne peut pas se tromper dans la catégorisation. Par contre, par exemple, pour l'augmentin et les entérobactéries, dans les infections systémiques, donc, le breakpoint, il est à 19. Et on a une ZIT entre 19 et 20, parce que vous voyez qu'entre 19 et 20, c'est pas facile, il y a un mélange des genres, on ne sait pas si la souche est vraiment S, si elle est R, et dans ce cas-là, on met une ZIT pour juste ce diamètre 19 et 20. Dans d'autres cas, la ZIT est nécessaire, à l'inverse, quand la concentration critique coupe la population sauvage, ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il ne devait jamais se voir, que normalement les concentrations critiques ne devaient pas être en dessous de le COF. La seule situation où ça arrive, c'est pour le pio et la colistine. Et dans ce cas-là, là, c'est pareil. Tu dois dire que tu as une ZIT autour du 4 mg parce que tu ne sais pas s'il est S ou s'il est R. La ZIT est aussi nécessaire quand il y a un chevauchement des populations. Donc là, c'est pareil, on ne voit pas si les populations sont sensibles ou résistantes. Donc il y a un risque de se tromper sur notre catégorisation. Et aussi pour la tazocilline et les entérobactéries,
C'est plutôt du fait d'un souci de reproductibilité de la lecture des CMI et des diamètres. Et on sait que, par exemple, pour la TEMO, le breakpoint, il est à 16. Et que quand on a une CMI à 16, potentiellement, ça peut être 8, comme vous voyez tout à l'heure, ou ça peut être 32. Et que du coup, on ne sait pas dans quelle catégorie il appartient. Donc, il y a peu de ZIT. Donc, c'est principalement entérobactéries avec augmentin, tazobactam. Le pio, il y a la colistine. Enfin bref, je ne vous les fais pas toutes, mais il n'y a pas beaucoup de ZIT. La question, c'était qu'est-ce qu'on fait quand on a une ZIT? Et ça, c'était laissé au libre choix des laboratoires. Il doit définir sa stratégie. Donc, soit on peut se dire qu'on répète le test, on dit peut-être qu'il y a eu une erreur technique, un souci, on refait le test. Soit on refait le test et le résultat est lui-même en ZIT. Donc là, on peut se dire qu'on utilise un test différent. Par exemple, je ne sais pas si c'est sur une céfoxytine, mais il n'y a pas de ZIT pour la céfoxytine, mais ça aurait pu être de faire une PLP2A. On peut faire un test de biologie moléculaire si c'est une C3G qui est en ZIT pour voir s'il y a une BLSE ou pas. Sinon, on peut faire une CMI pour vérifier que le résultat est en ZIT ou pas. Le souci, c'est que des fois, la CMI se retrouve elle-même en ZIT. Donc, on parle de double ZIT, ça devient compliqué là. Et dans ce cas-là, on ne peut pas rendre de catégorisation clinique pour l'antibiotique. Nous, ce qu'on a décidé, c'est... pour l'instant, on n'a pas mis en route les ZIT, mais l'idée, c'était de faire une CMI que quand il n'y avait pas d'autres molécules utilisables dans l'antibiogramme pour traiter cette infection, après en avoir discuté avec le clinicien. Ce changement de catégorisation a un impact non seulement pour la clinique, mais aussi pour l'épidémiologie, puisque l'ancien I était rangé avec les souches résistantes. Donc, quand on rendait les souches I, on les totalisait dans les souches résistantes. Et que le sensible forte posologie, lui, il est associé aux souches sensibles. Donc, par exemple, là, vous avez l'impact pour, par exemple, un staph doré et fluoroquinolone. Là, c'était le CASFM 2018. Donc, là, c'était les souches R, la S. Et en 2020, ça devenait SFP-R. Donc là, c'est juste un impact thérapeutique. C'était juste que le clinicien, enfin, juste entre guillemets, devait augmenter la posologie. Si on regarde le pio et la micacine, là, c'est un impact épidémiologique, puisqu'il n'y a plus la catégorie I. Donc, en 2018, on avait plus de souches résistantes. En 2020, on aura plus de souches sensibles. Si on regarde, par exemple, j'arrive plus à lire, les entérobactéries et la piptazo, c'est un impact épidémiologique et c'est un impact analytique, puisqu'il y a la zone ZIT qu'on a vue tout à l'heure. Et par exemple, céphotaxime et entérobactéries, ça a un impact thérapeutique et un impact épidémiologique, ce changement de catégorisation clinique. Merci. Merci beaucoup Aurélie.